Les développeurs se sont fait la guerre pendant des années sur ce sujet avec des débats aussi stériles qu'inutiles. Vous n'imaginez pas le temps perdu sur ce sujet et pourtant il se pourrait que quelqu'un ait sifflé la fin de la partie et ait mis fin à cette guerre incessante. Il est tout à fait normal d'échanger sur les technologies qui seront au cœur de votre application, que ce soit une application mobile, un site internet ou une solution SaaS. Si vous développez déjà dans un ou plusieurs langages de programmation, vous savez à quel point le choix du langage est important parce qu'il va rythmer votre quotidien. C'est simple, en fait, après le démarrage de votre projet, vous avez deux meilleurs amis. Le premier, c'est votre langage de programmation et le deuxième, c'est votre environnement de développement. D'ailleurs, il n'est pas rare de prendre du temps, et moi c'est ce que j'aime faire assez souvent pour customiser son environnement de développement, être bien chez soi finalement, avec des icônes agréables, avec une bonne connaissance des raccourcis clavier pour gagner du temps, avec pourquoi pas un thème sombre pour pas se faire mal aux yeux. Bref, prendre le temps de créer son petit cocon. Clairement, vous allez passer beaucoup de temps à coder, vous allez être en mode focus, concentré sur le code, vous allez créer une réelle bulle autour de vous, et c'est un des plaisirs du développement. Et quand on code finalement, eh bien c'est un peu comme quand on habite dans une maison, on aime bien que ce soit bien rangé, que ça sente bon, que ce soit propre, et pourquoi pas si on a une petite terrasse qui donne sur un jardin où on peut aller se poser sur la table pour coder, eh bien c'est encore plus agréable. Mais voilà, imaginez maintenant que vous avez les collègues de travail qui arrivent chez vous, qui commencent à mettre un petit peu le bazar, à mettre les pieds sur la table, chacun criant un petit peu dans son coin, en se parlant, en se lançant des trucs, bref, en cassant un petit peu la bulle que vous avez créée, eh bien c'est là que les problèmes commencent. Et c'est un peu ce qui se passe quand vous allez initialiser un projet de développement, mettre en place les premières briques et que les développeurs vont se rajouter sur le projet. Vous allez avoir différents styles de développement, vous allez devoir respecter des normes ou pas. Il y a des langages de programmation qui recommandent certaines normes, par exemple la mise en forme sur le Camel Case, Pascal Case, Snake Case, ce sont des normes de nommage des fonctions ou des méthodes, mais vous avez également des personnes qui vont préférer des accolades qui s'ouvrent directement sur la ligne de la fonction ou de la méthode, ou alors d'autres qui préfèrent des accolades en bloc, et pour ça, il n'y a pas finalement d'arbitre. Quand le projet va grandir, au fur et à mesure, chacun va y aller un petit peu de son style de code en travaillant sur sa partie, et quand vous allez devoir intervenir sur la partie d'un autre développeur, eh bien vous allez avoir deux étapes. La première étape, c'est se dire, bon, ok, il a fait son style, il a tout aligné, il a fait comme lui il pense, mais c'est pas ma façon de penser et je perds du temps, j'ai du mal à rentrer dans son code parce qu'il n'est pas formaté comme j'ai l'habitude de le voir. Donc vous allez avoir un effort à faire supplémentaire pour vous concentrer sur le code. Et la deuxième étape, c'est d'intervenir réellement sur le code. Mais vous allez avoir ce sentiment un petit peu désagréable que quelqu'un est venu chez vous, qu'il a mis ses affaires un peu partout et vous devez un peu ranger avant de pouvoir continuer à travailler. Heureusement, l'arbitre a peut-être sifflé la fin de la partie. Il existe un outil qui permet de résoudre avec élégance cette problématique et en plus, bonne nouvelle, il a été initié, il a débuté grâce à un développeur français parti vivre aux États-Unis et qui travaille aujourd'hui chez Meta. Dans cette vidéo, vous allez découvrir l'histoire de cet outil. Et son papa n'est autre que le co-créateur de React Native, Christopher, que vous avez déjà découvert dans une autre vidéo sur la chaîne dans laquelle il nous présentait toute l'historique de React Native du début jusqu'à aujourd'hui. Le projet de Christopher a été installé depuis la plateforme Marketplace Visual Studio plus de 43 109 033 fois au moment où je fais cette vidéo. Et selon les statistiques de NPM, le package a été téléchargé 6 070 401 fois sur une période de 7 jours. En bonus, vous allez également découvrir le troisième outil à succès initié et développé par Christopher qui lui aussi peut réellement vous faire gagner un temps précieux dans votre flux de travail. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous partagerai également des contenus exclusifs, mais il est temps de découvrir maintenant l'histoire de ce formidable outil et de passer à l'action. C'est parti! Merci Christopher d'avoir accepté ma nouvelle invitation suite à un petit message sur Twitter où on avait vu qu'on n'avait pas parlé de deux choses super importantes concernant le domaine de l'open source.
et dont tu es aussi le papa, en fait, assez incroyable. C'est bien sûr Excalibro et puis Pretier. Et justement, je mangeais à midi avec une ancienne alternante que j'avais encadrée justement dans une ancienne vie. Et je lui disais, bah, j'ai rendez-vous tout à l'heure avec Christopher. Je lui dis, tu connais Pretier? Elle me dit, bah oui, je l'utilise tous les jours. Je dis, c'est trop bien, parce que quand je fais CTRL S, ça me sauve la vie. C'est trop bien ce truc-là. Et je dis, bah écoute, je vais discuter avec lui tout à l'heure. Alors voilà, on y est. Première question que je vais te poser, c'est par rapport à l'open source en général. Qu'est-ce que ça représente pour toi l'open source? Et à ton avis, quelles sont les opportunités qu'il peut y avoir par rapport à ça? Ouais. Du coup, pour moi, l'open source, c'est en pratique, moi, ce que j'adore, c'est partager. Moi, coder, c'est pas, j'aime ça et tout ça, mais ce que je préfère, c'est parler aux gens, faire en sorte que les gens utilisent ce que je fais, etc. Et un truc qui est super bien avec l'open source, c'est que ça te permet de générer cette discussion et que les gens puissent l'utiliser, puissent contribuer, tu puisses parler aux gens. Donc du coup, ça c'est une chose que j'adore. Et du coup, à Facebook, ce qui est bien, c'est Mark Zuckerberg, il a lancé Facebook en codant en PHP, MySQL, Memcache. Et du coup, tout ça, c'était open source. Et du coup, lui, dans sa mentalité, c'est l'open source m'a permis de créer cette société. Et du coup, lui, il a envie de rendre l'appareil à tout le monde. Et donc, du coup, Facebook, ça a toujours été super pro open source. Et on a open source plein de trucs, genre React. Et là, GraphQL, Prettier. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est dans le monde front-end. Mais là, en ce moment, AI, c'est le gros big deal, tout le monde en parle. Et du coup, on a open source PyTorch, là, on a open source Llama et Llama 2. Du coup, on essaie vraiment tout ce qui est niveau infrastructure. C'est pas ça notre value proposition. Donc, c'est pas pour ça que, c'est pas ça les secrets de la boîte. Et donc, du coup, on est en mode, vas-y, on open source le plus possible. Et du coup, ce qui est intéressant avec ça, c'est si tu open source, toutes ces choses-là et qu'elles marchent, du coup, les gens veulent rejoindre Facebook parce que du coup, ils voient qu'on fait plein de trucs cool. Et aussi, ce qui est bien pour la société, après je te parlerai de pour moi, ce que j'en pense, mais du coup, ce qui est bien pour la société, c'est du coup, les gens, s'ils connaissent déjà React, GraphQL et tout ça, et qui rejoignent la société, du coup, ils savent déjà coder avec tout ce qu'on utilise. Et du coup, ça va pas leur prendre longtemps de ramp up et de commencer à être productif. Et en plus, vu que si on bosse sur les choses que tout le monde utilise, du coup, ça va améliorer ça. Et du coup, ça va rendre les choses meilleures pour à l'extérieur du monde, mais aussi pour la société. Parce que du coup, il y aura des trucs plus solides. Et ça, c'est vrai aussi pour le software, mais c'est aussi vrai pour le hardware. Du coup, tous nos data centers, tous les machines, les racks, tous ces trucs-là, on open source toutes les spécifications. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est on achète plein de serveurs avec tout ça, mais on est quand même une petite partie du marché. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est si on open source tout ça et qu'il y a beaucoup plus de gens qui utilisent les mêmes choses, maintenant les gens qui construisent toutes ces machines et ça, il y a plus de demandes et donc du coup ils peuvent faire des prix de gros et du coup ça réduit les prix qu'on achète et on a vu une réduction significative des prix qu'on achète avec ça. Donc ça c'est un peu le pitch marketing de pourquoi on fait open source dans la société. Après, pour moi, l'open source, ça a été vraiment important dans ma carrière. Alors, d'une, c'est comme ça que je suis rentré à Facebook. Donc, je ne sais plus si on avait parlé la dernière fois, mais j'avais open source, un petit projet. Et il y a quelqu'un de chez Facebook qui m'a vu et qui m'a contacté, etc. Donc, du coup, c'est ça la visibilité qui fait ça. Et après, en plus, ce qui est bien avec l'open source, c'est la visibilité.
Du coup, merci de m'inviter dans ton podcast. Du coup, ça me donne aussi de la visibilité. Et du coup, il y a plusieurs façons d'avancer dans sa carrière, mais le fait d'être visible, d'être public et tout ça, ça m'a ouvert plein de portes à l'intérieur et à l'extérieur. Et du coup, maintenant, j'ai un réseau de gens qui font des choses intéressantes. Et du coup, si j'ai un problème ou si j'ai envie de monter une équipe, etc., je sais que je peux, par exemple, te parler à toi et tu vas être il y a plus de chances que tu bosses avec moi parce que j'ai cette visibilité. Et du coup, l'open source, ça vraiment donne de la visibilité là, très rapidement à des gens qui viennent de nulle part et parce qu'ils ont fait un projet open source que plein de gens utilisent. Du coup, ça va donner cette visibilité que tu n'as pas forcément si tu bosses sur la même chose, mais au sein d'une entreprise. Yes, ouais, tout à fait. Et moi, ce que je vois aussi, c'est 2 points parce que j'ai traversé comme toi l'époque où l'open source n'avait pas autant la cote. C'était vraiment dans les milieux réservés. Il y avait une époque où Microsoft et l'open source, c'était pas très joyeux. Ouais. Et d'ailleurs, Microsoft a changé la donne. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que dans les choix techniques, l'open source, c'est vraiment intéressant parce qu'on se dit, mince, si c'est une boîte qui crache, on a quand même le code source et on peut prendre le risque de partir avec une boîte plus petite que forcément les grands, etc. Et à titre personnel, moi, j'ai vécu une grosse montée en compétences, une façon de travailler différente, en déconnecté, avec différentes langues, différents créneaux, fuseaux horaires, avant de le faire professionnellement. Et on apprend beaucoup, on démystifie la peur de qu'est-ce que c'est que développer professionnellement. Et souvent, j'ai vu du code mieux fait en open source que en pas open source. Ouais. Et ouais. Et du coup, ça nous emmène sur un des phares, des projets phares. On va commencer par Excalidro. Alors, je vais peut-être essayer de mettre des visuels aussi dans le podcast au moment où on parle. Excalidro, c'est quelque chose d'incroyable parce que finalement, les premiers mots qui viennent quand on voit ce que tu as fait, c'est simplicité, qualité et envie de s'amuser. Tu vois, c'est ce que j'ai eu quand j'ai vu le truc. Et après, je suis allé creuser un petit peu et je me suis dit, mais waouh, c'est assez dingue tout ce qu'on peut faire avec. Et il y a même une version payante. Et comme quoi, on peut avoir de l'open source et générer des revenus avec l'open source. Du coup, est-ce que tu peux finalement nous partager la naissance d'Excalidro pour toi et comment un projet open source est passé de 0 à 58 000 étoiles sur GitHub? Ouais, du coup, pour le contexte, Excalidro, c'est le 1er janvier 2020. Ouais. Du coup, je suis à Facebook et à Facebook, on a les performance reviews. En gros, tu dois, au début de l'année, donner du feedback sur tous les gens avec qui tu travailles. Tu dois écrire ton propre, ce que tu as fait dans les 6 derniers mois et tu dois, ce que son manager. Donc, c'est pas mal d'écriture et de réfléchir à tous les gens avec qui tu bosses, etc. Et moi, je suis un gros procrastinateur. Et du coup, j'étais en mode, j'ai pas envie de le faire, j'ai pas envie de le faire, j'ai pas envie de le faire. Et du coup, un truc que je me suis rendu compte, c'est juste regarder des vidéos YouTube pour procrastiner, c'est pas super productif. Et du coup, un des trucs que j'ai essayé de faire, c'est, je sais que je vais pas écrire ces feedbacks et tout ça. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour être utile à la place? Et du coup, un truc que je me suis dit, je vais écrire un blog post. Et j'utilise, sur mon blog, j'utilisais un outil appelé Zweebler qui te permet de faire des illustrations qui ressemblent à handwritten, qui ressemblent à écrites à la main. Et malheureusement, j'utilisais la version démo et ils ont upgrade, ils ont mis à jour un truc et la version démo ne marchait plus. Et du coup, je me suis dit, bon, ok, c'est pas cool. Mais j'avais toujours dans l'idée derrière ma tête, mais je pourrais réimplémenter ça, ça a l'air cool et tout ça. Et donc, du coup, j'ai commencé à le réimplémenter. Et du coup, c'était en mode, au début, je faisais juste une flèche. Tu cliques sur un point et tu commences à drag et tu fais une flèche. Et il y avait une bibliothèque qui s'appelle Rough.js qui te permet de faire des lignes un peu handwritten, écrites à la main. Et du coup, j'ai commencé à faire ça et je l'ai posté sur Twitter. Et du coup, il y a eu plein de likes, plein de retweets, etc. Et du coup, je me suis dit, ça a l'air cool, les gens ont l'air de bien aimer. Et du coup, le lendemain, ce que j'ai fait, c'est j'ai commencé par Code Sandbox. Donc, c'est un site qui te permet juste de commencer, de faire un truc rapidement.
Et après, Code Sandbox a une option pour créer un repo GitHub. Et du coup, j'ai créé un repo GitHub. Et ce que j'ai fait, j'ai créé, je crois, 20 issues, enfin 20, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, sur GitHub, pour dire, bon, bah, il faudrait implémenter ça, il faudrait implémenter ça, il faudrait implémenter ça. Et du coup, ce qui s'est passé, enfin, je continue à faire le truc. Et là, il y a plein de gens qui ont commencé à implémenter les trucs que j'avais mis dans la to-do list. D'accord. Donc, après, pour ça, j'ai 50 000 followers sur Twitter. D'accord. Donc, du coup, je suis pas, là, j'ai cet avantage que tout le monde n'a pas. Mais c'est comme ça que, Excalibur, ça a commencé. Et du coup, j'ai continué à faire ça j'ai bossé sur ça pendant les prochaines semaines et j'ai quand même écrit mes feedbacks. Ne vous inquiétez pas. Et après, du coup, je bossais sur mon boulot et puis le soir, je continuais à faire ça, mais vraiment on and off et ça avait un peu grossi, mais pas de fou. Et là, mars 2020. Tout le monde se souvient qu'il y a eu Covid et donc tout le monde est rentré à la maison et personne n'allait au bureau. Et du coup, tout le monde a commencé à freak out en mode il y a plus de whiteboard, comment on fait pour partager les idées, etc. Ah, ouais. Et du coup, tout le monde a commencé à chercher OK, comment on fait un virtual whiteboard et tout ça. Et moi, j'avais aucune intention de faire Excalibur pour ça. Pour moi, c'était juste faire des illustrations pour des articles de blog. Mais il se trouve que tous les virtual whiteboards qui existaient, ils étaient vraiment pas utilisables, vraiment moches, c'était pas bien. Et du coup, il y a plein de gens qui ont commencé à utiliser Excalibur pour ça. Et dont beaucoup d'entreprises pour faire des interviews. Et du coup, je me suis dit, pour faire des interviews, ça peut être super utile. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, j'ai demandé à 2 personnes avec qui je travaillais, il faudrait faire un truc real-time pour pouvoir collaborer, parce que là, avant, c'était juste sur ton ordinateur. Et du coup, en un week-end, ils ont implémenté ça. Et du coup, c'était Pete Hunt et Edwin Lin. Et du coup, on a implémenté ça. Et après, il y a plein de sociétés qui ont commencé, dont Facebook, qui ont commencé à utiliser ça pour faire des interviews. Et en interne, à l'intérieur de Facebook et à l'extérieur de Facebook, il y a plein de gens qui ont commencé à utiliser ça pour partager leurs idées, tout ça dans un contexte plus professionnel. Et du coup, depuis, ça a vraiment explosé. Et donc ça, c'est la partie comment ça a commencé. Et un truc, c'est vu qu'il y a, tout le monde était à la maison, le whiteboard, c'était super important. Il y a plein de VC, de venture capitalistes, qui ont commencé à me parler en mode hey, tu devrais quitter Facebook, tu devrais créer dessus et tout. Il y a trop de potentiel, on veut investir des millions et tout ça. Ah ouais. Et moi, j'étais en mode non, mais moi, je suis bien à Facebook, j'ai pas envie de partir. Et ça m'a fait réfléchir et je me suis rendu compte qu'en fait, open source, du coup, c'est super bien parce que tu peux collaborer et tout ça, mais il y a plein de sociétés qui ont peur d'utiliser un projet open source et pour surtout tout ce qui est whiteboarding, du coup, tu dois mettre des informations confidentielles dessus. Oui. Et du coup, c'est les entreprises, c'est légitime, n'ont pas envie que leurs employés utilisent un truc random sur Internet pour mettre toutes les informations. Même si Excalibur c'est fully end-to-end encrypted, donc du coup, nous nos serveurs ils ont accès que à des trucs encryptés, on peut rien savoir de ce que les gens font, mais c'était pas assez. Et du coup, je me suis rendu compte que avoir une structure de société, ça pourrait être super utile pour ce projet. Comme ça, du coup, si tu as une société, du coup, elle peut faire toutes les certifications SOC 2, etc. Montrer qu'il y a des protocoles en place, etc. Qui légitiment l'utilisation. Et aussi, les entreprises, elles s'attendent à de pouvoir payer pour du support, de pouvoir payer pour bien sûr. et du coup, faut des servers, etc. Il y a toute une gestion et aussi gestion des utilisateurs qu'il n'y avait pas du tout dans l'open source.
Et donc, du coup, je me suis dit, ouais, c'est une super bonne idée. Et du coup, j'ai demandé aux gens qui contribuaient au projet, est-ce que vous êtes intéressé de créer une société là-dessus? Et le top contributeur du projet, David Luzar, il était déjà en train de faire une startup en République tchèque, mais ça avançait pas trop et ça marchait pas trop. Et du coup, je lui ai dit, hey, tu veux pas convertir ta startup pour implémenter Excalibur et faire une vraie société? Et du coup, il a fait oui. Ouais, il a dit oui. Et du coup, là, il a, avec son cofondateur, Miloš, il a créé une société. Et là, du coup, maintenant, la société, il y a 10 personnes full-time qui bossent dessus. Ah ouais. Et elle est aussi profitable et on n'a pas raise aucun argent. Donc, du coup, les VC n'avaient pas tort. Il y a un vrai business à bosser là-dessus. Et du coup, ce qui est bien, c'est un des problèmes de l'open source, c'est du volontariat. Ouais. Et du coup, il y a des gens qui bossent dessus et après, ils arrêtent de bosser. Et comment tu gardes le projet en vie? Et du coup, ce qui est bien avec ça, c'est qu'on a réussi à avoir la société qui génère du profit en vendant la version pro pour les sociétés, mais qui aussi contribue à la version publique open source gratuite que beaucoup plus de gens utilisent. Et du coup, ça fait une bonne balance où si les gens veulent pas payer, ils peuvent ne pas payer. Ils ont un truc qui marche. Et si les gens veulent utiliser dans mon entreprise, du coup, ils peuvent aussi utiliser. Donc, pour moi, c'est une win-win situation. Donc, ouais. Ouais, et puis ça montre aussi qu'en fait, souvent, c'est une frustration qui va être à l'origine d'une opportunité parce que tu avais envie d'avoir ton truc à toi. Et simplement parce que le truc, il a changé, tu as fait un truc, ça c'est incroyable. Et moi, je suis allé regarder un petit peu dans le GitHub. Et le 5 janvier 2020, tu parlais du 1er janvier, tu as poussé sur GitHub le fichier de licence avec un commentaire. I have no idea if the previous people have to agree or what, but let's put a MIT license in. En d'autres termes, je sais pas ce que ça fait bien, je vais mettre un truc de licence MIT, on verra plus tard. Tout le monde le fait dans son projet, au moins j'ai mon fichier de licence. Et je pense que c'est rigolo, je vais mettre la capture d'écran. Il y a VGE qui a commité et c'est intéressant. Et du coup, question comme ça, mais toi, tu fais partie de la société ou tu es plus du tout dans la société ou tu as des parts? Comment ça se passe? Du coup, moi, je fais partie du board de la société. Après, c'est une société tchèque, donc c'est l'équivalent du board de la société et j'ai des parts. Et du coup, ce que je fais, c'est toutes les semaines, j'ai un meeting avec eux, avec les deux cofondateurs. Et du coup, on parle déjà, ils ont jamais été managers de gens avant. Donc, du coup, je les coach à être manager. Et aussi, je teste, j'utilise toujours Excalibur tous les jours, donc du coup, je leur donne du feedback. Et à chaque fois qu'ils bossent sur des nouveaux trucs, je teste en avance. Et aussi, on stratégise sur comment on va aider les entreprises, comment on va grossir, comment on va engager des gens, et s'il y a des problèmes de personnel, comment on va les gérer, et toutes ces choses, comment gérer une société au jour le jour. Et tout ça à distance, parce que oui, c'est la question que j'allais te poser, c'est est-ce que tu l'utilises toujours? Waouh, c'est intéressant. Et comment faire si quelqu'un aujourd'hui veut rejoindre, alors on part du principe que les gens connaissent pas forcément les rouages de l'open source, si on veut rejoindre le projet, contribuer, comment ça se passe? Du coup, la façon dont ça se passe, c'est ça, c'est une chose que je dis toujours aux gens qui veulent contribuer en open source. Contribuer en open source, ça ne doit pas être ton objectif. Si c'est ton objectif, c'est pas la bonne mentalité, parce que les gens qui ont du succès avec l'open source, c'est parce qu'ils veulent résoudre un problème. Ouais. Et donc, en général, les meilleures personnes qui y contribuent, c'est des gens qui utilisent le produit et qui se disent « Ah, j'aimerais trop pouvoir faire ça » ou alors « Ah, j'ai trouvé un bug » ou alors « Ah, je pourrais améliorer ça » ou alors « Ah, la documentation, elle n'est pas claire ». Et du coup, ils vont arriver sur le projet et régler un problème qu'ils ont eu en l'utilisant. Et du coup, après, comme ça, ils vont pouvoir travailler sur un truc qui va être utile. Si c'est utile pour eux, ça va sûrement être utile pour d'autres personnes.
Et une fois qu'il y a ça, du coup, tu vas commencer à lire tout ce que les gens disent dessus et tu te dis, ah, il y a plein de gens qui ont ce problème, donc vas-y, je vais commencer à améliorer ça, etc. Et là, tu vas commencer à devenir plus investi dans le projet. Mais je déconseille de se dire, ah bah tiens, Excalibur, c'est un projet qui marche super bien ou n'importe quel autre projet. Et donc, du coup, je vais je l'utilise pas, mais je vais juste essayer de trouver un problème et commencer à contribuer. Donc, c'est ma recommandation pour tous ceux qui veulent contribuer à l'open source. Yes, et ça me fait faire un petit écart sur le côté parce que j'ai souvent ça dans les gens que j'accompagne. Il y en a qui découvrent le monde du développement, puis aussi de l'open source de temps en temps. Et ils sont un peu ébahis. Ils se disent, mais c'est incroyable, mais les gens, ils cèdent, etc. Et en fait, quand on est dans le domaine, on s'en aperçoit pas. Mais il y a d'autres métiers, c'est complètement l'inverse. Notamment en France, quand tu veux devenir médecin, je sais qu'à une époque, c'était plutôt, il n'y a pas beaucoup de place pour le nombre de personnes qui veulent devenir médecin. Ça se tire un peu dans les pattes, ça se donne pas les bonnes informations et c'est compliqué, quoi. C'est une souffrance. Alors que quand on fait du dev, c'est, bah tiens, si tu as besoin, je te file un coup de main parce que si tu progresses, je progresse aussi, quoi. Et ça fait partie aussi des valeurs open source. Il nous amène sur la suite. Sur encore quelque chose d'incroyable. On a l'impression qu'à chaque fois que tu as un problème, tu crées une révolution. Il y en a, ils se contentent d'une solution. Toi, tu dis, ah, ça va pas, on va changer le monde. À chaque fois, c'est le troisième projet où tu changes un peu le monde quand même. Hein. Et on va parler maintenant de Prettier. Alors, comment tu le prononces en anglais, toi? Prettier. Prettier. Ouais. Et du coup, c'est quelque chose d'assez incroyable et en fait qui est parti, j'ai le sentiment, d'une sacrée frustration et de guerre de clochers, on va en parler. Est-ce que tu peux nous donner ta vision sur la naissance de Prettier ce coup-ci et ta contribution au projet? Ouais, donc là je vais repartir très très loin. Ouais. Je vais repartir quand j'étais à l'école. Donc EPITA, c'est une école d'informatique à Paris. Et la façon dont ça marche, c'est, du coup, on code beaucoup. Et du coup, toutes les semaines, on a un truc à coder. Et la façon dont c'est noté, c'est bon bah tu codes, t'as une tâche à faire et tu vas coder ça. Et du coup, eux, ils ont une liste de tests. Et si tu exécutes le programme, du coup, ça va. Et si ça marche, sur les tests qu'ils ont, du coup, tu as une note sur 20. Donc ça, c'est la base. Mais après, ce qu'ils ont rajouté par-dessus, c'est si tu suis pas la liste de règles à faire pour comment ton code est formaté. Donc, par exemple, si tu mets 2 espaces au lieu de 1 ou si tu mets pas la ligne au bon endroit, etc., tu perds 2 points à chaque fois que tu fais une faute de la façon dont c'est formaté. Donc, du coup, si tu as réussi à tout faire bon, tu as 20 sur 20. Et si tu fais 10 fautes si tu mets 10 espaces un peu pas bien placés, tu as 0. Et donc, du coup, c'est vraiment super strict. Et du coup, ça a vraiment appris à tout le monde qui fait l'école, vraiment être militaire en mode, il faut vraiment formater son code d'une bonne façon, etc. Et quand j'étais à l'école, j'étais en mode, non, mais c'est n'importe quoi. Ça et tout. Et comme toute personne un peu déraisonnable, tu commences à essayer de faire un truc automatique. Bien sûr. Pour régler le problème. Et du coup, tous les étudiants, ils ont essayé de faire ça la première année et ils se sont tous rendus compte que en fait, écrire un formateur ou alors régler ça, c'est super dur à écrire. Ouais. Et du coup, en pratique, ils abandonnent et ils apprennent les règles comme tout le monde. Et du coup, c'est cet esprit assez militaire de comment formater le code qui m'a été éduqué quand j'ai fait l'école. Et après, du coup, je suis rentré à Facebook. Et à Facebook, ma première pull request que j'ai faite, du coup, il y a Yan Tuan qui était ma reviewer. Et du coup, elle m'a dit, ah bah tiens, tu mets pas les espaces au bon endroit, etc. Parce qu'ils utilisent une règle différente qu'à Epita. Et du coup, j'étais en mode, oh non, mais ça va aussi être le problème ici.
Et du coup, bon, j'ai fait OK, d'accord, je vais régler tous les trucs. Et du coup, je comprenais toujours pas pourquoi il faisait ça. Jusqu'à, je crois que c'était 3 mois après. Là, il y a quelqu'un une nouvelle personne qui a rejoint la boîte et l'équipe. Et là, il mettait ses espaces n'importe où. Et j'étais en mode, oh non, voilà, tout déplacé, etc. Et du coup, c'est vraiment ça qui m'a fait rendre compte qu'en fait, c'est super important d'avoir le code qui est bien formaté. Ouais. Que du coup, si c'est pas bien formaté, du coup, quand tu travailles en équipe, c'est beaucoup plus dur de lire le code que d'autres personnes ont écrit et de comprendre. Et aussi, il y a plein de fautes et d'erreurs qui peuvent être introduites si c'est pas formaté de façon correcte. Donc du coup, ça c'était, c'était mon sentiment de tout ce qui s'est passé au niveau de formater le code. Et du coup, un truc qui est intéressant, c'est je crois que c'était en 2013, un an après que j'ai rejoint Facebook, il y a Golang, le langage de programmation Go, qui est arrivé avec GoFMT. Donc c'est un formateur pour le langage Go. Et du coup, c'était un programme qui reformate tout ton code automatiquement et qui était utilisé dans toute la code base de Go, et tous les gens qui écrivaient en Go ont fait ça. Et du coup, je me suis dit, mais voilà, c'est ça la solution. Du coup, on peut faire ça et il n'y aura pas de problème et on va pas perdre du temps à tous devoir tout écrire et à tous devoir review des gens. Et aussi, le sentiment de tu rejoins une nouvelle équipe, une nouvelle société, et la première interaction que tu as avec les gens de la boîte, c'est ah bah tiens, désolé, tu dois mettre ton espace ici. C'est pas la meilleure. Non. Et ni de l'un côté ni de l'autre. Donc du coup, je me suis dit, il y a vraiment un potentiel. Après, le problème, c'est ça restait super dur à créer un programme comme ça et qui formate du code comme les vrais humains le font. Et du coup, ce qui est bien avec Go, c'est un langage beaucoup plus simple que quasiment tous les autres langages. Et deux, ils ont fait le formateur avec le langage. Donc, du coup, il n'y avait pas ce problème de tu vas devoir convaincre des gens de changer leur format avec quelque chose d'autre. Et du coup, moi, je savais pas comment faire ça, mais j'étais en train de regarder tout ce qui se passait. Et il y a quelqu'un qui a essayé de faire un formateur pour Dart, un autre langage qui est sorti en 2015, 2 ans après. Et le titre de son blog post était The hardest program I've ever had to write. Et donc, c'était en mode super, super dur. Ce qui était, ce que je pensais aussi. Et du coup, ça a marché dans Dart. Et il y a un moment, je crois que c'était en 2017 ou 2018, il y a 2 personnes dans Facebook. Une personne dans Facebook et une personne à l'extérieur qui étaient aussi dans l'univers React, qui ont commencé, c'était dans le 15 décembre, je crois, qui ont commencé à créer un formateur JavaScript. Et du coup, j'étais en mode, ah oui, alors là, c'est le moment. Ouais. Il y a 2 personnes qui sont en train de faire un formateur JavaScript. Je pense que ça va être un gros problème. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis en contact pour qu'ils sachent, pour qu'ils bossent ensemble. Et ce que j'ai fait, j'étais un peu le cheerleader. J'étais en mode, je ne vais pas coder, mais je vais faire en sorte de les hype, de faire en sorte qu'ils soient super contents et tout. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est j'ai créé une test suite, une suite de tests avec du vrai code qui existait, écrit par des vrais gens. Et j'ai mis les mêmes tests la suite de tests pour les 2 projets. Et j'aurais fait en mode, moi, je vais exécuter votre formateur et je vais vous dire, tiens, il faudrait changer ça, il faudrait changer ça, il faudrait changer ça. Et du coup, pendant l'hiver de cette année, du coup, nous 3, on était en mode, tous les jours, on était en mode en train de coder, de tester les trucs et d'avancer. Et à la fin des vacances, du coup, ce qui s'est passé, c'est les 2, ils se sont dit, ah bon, ouais, c'était cool pour les vacances, mais j'ai une boîte qui m'attend, j'ai des projets qui m'attendent, etc. Et du coup, moi, j'étais en mode dévasté. On était si proches. Et après ces 2-3 semaines de travail, le truc, je voyais que ça pouvait marcher pour de vrai, quoi. Ah ouais. Et du coup, j'ai fait en mode non, bon, c'est pas possible. Il faut
Enfin, il faut que, enfin, moi, je vais personnellement, enfin, arrêter tout ce que je fais et enfin me lancer là-dedans. Et du coup, un des projets par James Long, qui était à l'extérieur de Facebook, écrit en JavaScript, du coup, il a open source Prettier, du coup, la version qu'il a fait pendant 2 semaines. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est je suis passé full time dessus avec le but de pouvoir l'utiliser dans Facebook. Et donc, du coup, j'ai passé les 6 prochains mois full time à tous les jours, enfin, fix des edge cases et enfin le tester sur Facebook, etc. Et du coup, une des choses qui était intéressante, c'est pour Facebook. Du coup, c'était open source, mais enfin, ils s'en fichaient un peu que ça soit open source. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est avoir une code base qui soit formatée. Oui, bien sûr. Mais du coup, ce qui était bien, vu que c'était open source, du coup, il y a plein de gens qui ont contribué. Et du coup, pendant les 6 premiers mois, j'ai fait seulement la moitié des commits du projet. D'accord. Et donc, du coup, il y avait la moitié des commits qui étaient faits par d'autres gens. Donc, du coup, niveau Facebook, en gros, ils m'ont payé moi une personne, mais pour l'équivalent de 2. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est les 6 mois d'après, moi, j'ai commit que 1/4 des commits. Et du coup, il y avait 3/4 qui étaient commits par d'autres personnes. Et du coup, ça, c'était vraiment super intéressant où on a réussi à vraiment faire que le projet il marche pour la société. Donc, c'était une win. Et pour plein de sociétés ou de personnes à l'extérieur. Et du coup, un des trucs qui était super intéressant, c'est il y a la JavaScript Survey. Donc, tous les ans, il y a une grosse survey où les gens disent ce qu'ils pensent, quel projet ils utilisent. Et du coup, les créateurs du sondage, ce qu'ils ont dit, c'est bon, bah, il n'y a pas de compétition dans Prettier. Il y a tout le monde qui utilise Prettier. Donc, on va juste arrêter de le demander. Donc, c'est à ce niveau-là de succès que ça a eu. Et du coup, on a ouvert un open collective. Donc, c'est une façon que les gens puissent donner. Et là, au final, on a eu $110 000 d'argent donné à ça. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est j'ai commencé à réfléchir à comment utiliser cet argent. Et du coup, une des choses que j'ai faites au début, c'est moi, je vais donner $5 000 à n'importe qui a contribué à Prettier. Ouais. Mais en pratique, il y a quasiment personne qui a pris cet argent. Et une des raisons, c'est les gens qui ont vraiment contribué, du coup, ils sont super bons et du coup, ils ont des super bons boulots. Et ça paraît un peu fou, mais $5 000 pour eux, c'était pas grand-chose. Ouais, je comprends. Et aussi, ce qui se passe, c'est prendre $5 000 quand c'est pas ton boulot. Du coup, il y a plein d'implications au niveau des taxes et du paperwork et tout ça. Et ils sont tous dans des pays différents, etc. Donc, du coup, c'était plus de travail que nécessaire. Et aussi, en open source, il y a plein de gens qui disent ah non, mais ça, j'ai fait ça il y a 3 ans. C'était fun, mais je pense pas que je le deserve. Que je le mérite, ouais. Et donc, du coup, et au final, il y a quasiment personne qui a fait ça. Donc, du coup, la deuxième truc que j'ai fait, c'est il y a 2 personnes qui étaient actifs, contributeurs, etc., et qui maintenaient le projet. Et du coup, ce que je leur ai dit, c'est bon, bah, j'ai fait les calculs et si on divise par ce qu'on a par 2 et on projette sur 3 ans, on peut payer $1 500 par mois pour vous deux sur 3 ans. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est moi, je leur ai dit, est-ce que ça vous intéresse de continuer à maintenir le projet et à être payé $1 500 par mois. Et du coup, les 2, ils ont fait oui, ils ont dit oui. Et du coup, ça fait, je crois, 2 ans que ça tourne. Et du coup, ça marche super bien. Et du coup, on peut maintenir le projet comme ça. Et eux, ça leur fait une source d'argent en plus. Donc, c'est incroyable que cette frustration elle t'ait donné l'envie d'aller jusqu'au bout, même quand les gens voulaient abandonner, et que maintenant ça arrive à subventionner 2 personnes. C'est ouais, bravo. Moi, j'ai prévu plein de questions, mais ça, tu m'as mis sur les fesses. Et oui, alors toi, il y en a qui cherchent des solutions, toi, tu fais des révolutions à chaque fois. Alors, je vais pas te demander quelle est la prochaine, mais on va essayer de rester un petit peu dans le Prettier. Je vais le dire avec le bon accent maintenant.
Il y a ce qu'on appelle les linters. Là, c'est pour expliquer un petit peu aux gens. Il y en a qui se disent, bon, bah, je découvre un peu la programmation. Ah, on m'a dit, il faut utiliser un linter. OK, bon, d'accord. Et Prettier, c'est quoi? C'est un autre linter, c'est machin. Alors, on va essayer de faire un petit peu la différence entre les deux. Est-ce que tu veux te lancer sur l'exercice? Bien sûr. Donc, en gros, l'idée, c'est les langages de programmation, ils ont été construits pour être super flexibles. Donc, du coup, si tu respectes les règles, tu as plein de façons de faire la même chose. Et du coup, le problème, c'est quand tu as plein de façons de faire la même chose, du coup, tu as déjà un paradoxe du choix où il faut choisir lequel tu utilises. Et quand tu bosses dans une équipe, du coup, les gens, ils vont passer beaucoup de temps à essayer de dire « Ah ben non, il faut faire ça ». Et à s'engueuler et tout ça en disant « Non, moi, je préfère ça, moi, je préfère ça ». Donc, du coup, il y a déjà une des choses là. Et de deux, les langages sont assez flexibles pour te laisser faire des trucs qui ont beaucoup de chances d'être des erreurs. Mais le langage de programmation doit l'autoriser parce que 95% du temps, c'est une erreur, mais 5% du temps, c'est pas une erreur. Et si tu l'empêches, du coup, tu peux pas écrire un truc que tu veux. Et du coup, c'est là où est arrivé les linters. Et du coup, les linters, c'est des petits programmes qui regardent le code que tu as écrit et que te disent « Ah, ça particulièrement, on sait que c'est super dangereux, tu ne devrais pas le faire. » Et au début, avant qu'il y ait les formateurs qui existent, ils te disent « Ah, tu devrais mettre un espace au lieu de deux. » Et du coup, tu as tout ça et du coup, le linter, l'idée, c'est te pointer les trucs que tu ne devrais pas faire. Et après, les gens se sont rendus compte, pointer les choses que tu ne devrais pas faire, c'est bien, mais moi, j'ai envie qu'ils te disent ce que tu devrais faire à la place. Et du coup, il y a une augmentation qui a été rajoutée avec des autofix où en fait, tu peux dire, tu sais ce que je ne devrais pas faire, dis-moi ce que je devrais faire et tu peux le fixer. Après, et du coup, ça a été utilisé. Mais le problème avec cette démarche de tu devrais fixer ce que tu ne devrais pas faire, c'est que c'était vraiment localisé à, par exemple, si tu dois mettre un espace avant une accolade, du coup, ça va juste regarder un espace avant une accolade. Après, le problème, c'est ça marche bien pour des choses qui sont localisées. Mais une des choses qu'on s'est rendu compte pour les formateurs, c'est que si tu fais juste des trucs localisés, c'est pas assez puissant pour vraiment formater ce que tu as besoin. Et du coup, pour faire un formateur, il faut vraiment prendre en globalité ce qui se passe et il faut vraiment le formater from scratch. Tu prends le programme sans aucun formatting et tu le reformates. Alors que les linters, la façon dont ils marchent, c'est tu prends ce qui existe et tu fais « Ah, ça, c'est pas bon, vas-y, je le fixe, ça, c'est pas bon, vas-y, je le fixe ». Et le problème, c'est qu'il n'y a pas d'algorithme qui marche bien avec cette mentalité de tu prends quelque chose qui existe et tu vas juste fixer. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est il a vraiment fallu faire le pas dans le vide en mode on va repenser comment on va formater le code, comme s'il n'y avait rien qui était formaté à la base. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est il y a eu toute une phase de transition où des gens utilisaient encore des linters et encore des formateurs. Et du coup, il y a plein d'intégrations. Et là, il y a quelques semaines, les mainteneurs de ESLint, qui est le plus gros linter de JavaScript, du coup, ce qu'ils ont dit, c'est les formateurs ont gagné pour ce qui est formatting. Et du coup, on va on va enlever toutes les règles de formatting du linter. Et si vous avez besoin de formater votre code, utilisez un vrai formateur. Et si vous avez besoin de faire des lints pour vous dire la logique qui ne va pas, utilisez un linter. Et du coup, c'est maintenant le statu quo. Et donc, la recommandation que tout le monde donne, c'est utiliser le linter pour les problèmes de logique et utiliser un formateur pour tout ce qui est formatting. Et donc, d'où l'usage de Prettier en tant que formateur. Et on peut utiliser les deux en même temps. Ouais. Voilà. Et donc, c'est en termes d'usage, il y a ce côté dont tu parlais où finalement, un développeur débutant qui arrive dans une équipe, il va se conformer aux règles de formatage, mais qui sont données finalement pour tout le monde.
Et donc ça, c'est bien parce que ça évite les guerres de clochers. Parce qu'à une époque, notamment en Java, en C#, on disait, bon, alors on met la collade et après on va à la ligne, ou alors on met la collade en dessous. Et donc, il y avait des écoles et les gens passaient plus de temps à se dire c'est quoi, ou alors même reprendre le code des autres pour remettre à leur sauce parce qu'ils comprenaient mieux dans leur façon de penser. Et là, ça fait une façon de penser commune où il n'y a pas de débat. Du coup, on passe le temps à se concentrer sur la fonctionnalité. Mais il y a un autre avantage à ça, c'est qu'on est en capacité, sur du legacy, donc sur un projet avec de l'héritage de code important, de passer la moulinette et de standardiser même du vieux code. Et ça, c'est juste un gain d'argent, parce qu'un gain de temps énorme. Grâce à toi, tu as fait gagner beaucoup d'argent, je pense, à beaucoup d'entreprises, en plus d'enlever le débat et les débats inutiles. Et on se contente du formatage donné, mais finalement, c'est une bonne base pour tout le monde. Donc, bravo à ça. Alors du coup, ça saute la question que je voulais te poser. Ah oui, et... il y avait alors je vais pas la lire en anglais, je vais la traduire en direct comme ça, mais dans la documentation de Prettier, je sais pas si c'est de toi, mais ils ont mis une citation par rapport à Steve Jobs et qui disait, je me souviens que Steve Jobs avait l'habitude de porter des vêtements les mêmes tous les jours parce qu'il prenait des millions de décisions par jour, il avait à le faire et ça l'ennuyait de devoir encore prendre des décisions par rapport au fait de choisir ses vêtements. Et Prettier, finalement, c'est un peu ça. Est-ce que ça résume un petit peu l'idée de Prettier pour toi aujourd'hui? Ouais, non, c'est du coup ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu parlais des guerres de clochers. Ouais. Et en fait, la raison pour laquelle les guerres de clochers existaient, c'est parce que en tant que programmeur, tu devais passer tellement de temps. Ouais. Du coup, pour chaque ligne, pour chaque caractère que tu écris, tu devais réfléchir à où est-ce que tu le mets. Et du coup, un truc avec la nature humaine, c'est si tu passes beaucoup de temps à faire quelque chose, du coup, ça va faire partie de ton identité. Ah, Et ouais. du coup, ce qui se passait, c'est, par exemple, mettre des spaces ou des tabs ou où est-ce que tu mets ton accolade. Du coup, ça devenait partie de ton identité. Oui. Et après, du coup, ce qui se passait, c'est tout ce qui est partie de ton identité. Bah, du coup, si quelqu'un fait quelque chose de différent, quelqu'un d'autre fait quelque chose de différent, bah, du coup, ça va, enfin, faire tes instincts, enfin, grégaires, enfin, animal, en mode, ah, il fait quelque chose de différent, donc, il est pas partie de ma tribu, il est pas partie de mon clan, et donc, du coup, je vais devoir, enfin, lui faire la guerre ou des choses comme ça, quoi. Et du coup, c'est vraiment cette idée de, enfin, qu'est-ce que tu fais, enfin, beaucoup, ça va partir de ton identité, et du coup, ça va générer, enfin, tous ces conflits, toutes ces discussions, etc. Et ce qui est vraiment intéressant avec Prettier, c'est une fois que tu as Prettier, tu peux écrire ton code n'importe comment. Et comme disait la personne avec qui tu parlais au début, tu sauvegardes et là, ça va tout formater. Et donc, du coup, tu penses plus du tout à où est-ce que je mets les trucs, etc. Du coup, c'est plus un truc que tu réfléchis consciemment. Et du coup, ça fait plus partie de ton identité. Et du coup, c'est en mode, bon, bah, ça veut plus être mis dans l'identité, donc du coup, tu n'as plus ces débats. Et du coup, tu n'as plus besoin de vraiment réfléchir à Space versus Tabs ou alors des accolades. C'est tu vas dans un projet et si tu utilises Space ou Tab, c'est pas grave, tu as juste après Save et tu l'écris comme tu l'écrivais avant, tu sauvegardes et hop, bon, bah, ça va pas faire ce que tu voulais, mais bon, tu n'as pas passé de temps dessus, donc c'est moins important. Et tu as aussi le système de, tu peux, comme tu disais, convertir toute une code base en quelques minutes. Et donc, du coup, tu n'as pas cette notion de si je dois changer, ça va être, on doit devoir employer quelqu'un pendant des années pour le faire, etc. Donc, du coup, le fait qu'il y ait quasiment aucun coût à changer, du coup, les gens, ils n'ont pas cette barrière mentale de c'est important. Ouais. Et donc, du coup, c'est aussi ça qui fait la difficulté de changer. Ça te fait en sorte, ça te mentalement fait en sorte que tu penses que c'est important. Donc, du coup, c'est deux aspects combinés de le changement qui est pas coûteux et que ça fait plus partie de l'identité. Donc, du coup, on n'a plus besoin de faire la guerre et tout ça. Et depuis que Prettier et ça, Prettier, c'est sur un langage, mais maintenant tous les langages ont des autoformateurs. Et du coup, j'ai pas entendu de guerre de débat entre Tab versus Spaces depuis super longtemps. Ah ouais, ah ouais.
Bah, écoute, bravo. Bravo aussi pour ta modestie parce que les gens c'est pas forcément évident de se rendre compte de la complexité qu'il y a derrière. Quand toi, tu dis que c'est quelque chose de complexe, je pense que pour la plupart des gens, c'est quelque chose d'inatteignable. Typiquement, à ceux qui écoutent, je vais vous donner un exercice. Essayez d'implémenter un interpréteur de commandes. Vous voyez, sous Linux ou sous Windows, ça paraît bête, on lui dit des choses, puis ça peut être des lettres, des chiffres. Il va falloir après voir si c'est des sommes, voir si c'est des commandes système. Il va falloir analyser tout ça. Et une des solutions, des débuts de solutions qui peuvent être employés, c'est par exemple utiliser le pattern interpréteur des patterns de Goff, qui permet d'avoir une logique. Et là, on commence à se dire, mince, je mets le doigt dans quelque chose, je peux aller super loin. Et ça, c'est sans parler de la vraie programmation système avec tout ce qu'il y a dessous. Est-ce que tu peux nous dire, pour toi, quelle est la chose qui était la plus complexe dans l'implémentation de Prettier, ou alors l'architecture générale et les concepts que vous avez mis en place pour essayer de simplifier cette approche? Ouais. Donc, tu disais, enfin, je suis modeste, mais après, enfin, moi, je suis plus le hype man. D'accord. Moi, je fais en sorte que les gens soient intéressés, vendent le truc. Après, j'ai fait beaucoup d'implémentations, mais pour Prettier en partie spécifique, du coup, c'est James Long qui a trouvé un papier dans des années 2000, il y a super longtemps, par Philip Wadler, qui s'appelle A Prettier Printer. Donc, c'est là d'où le Prettier, ça vient. Et qui explique comment faire un printer en Haskell, le langage de programmation. Et du coup, la façon dont ça marche, c'est tu as deux étapes. C'est tu prends ton code et tu le transformes en AST, Abstract Syntax Tree. Donc ça, c'est un truc de langage de programmation qui est fait. Et du coup, ça, tu vas le transformer dans le langage, la représentation intermédiaire du papier de Wadler. Et en gros, cette représentation, c'est tu peux soit mettre des strings, des chaînes de caractères que tu vas afficher, ou alors tu as une notion de groupe. Et tu peux faire un groupe. Et l'idée de base, c'est si ce qu'il y a dans le groupe, ça rentre dans 80 caractères, dans la limite de ce que tu peux afficher, du coup, ça va l'afficher comme ça. Et si ça rentre pas, tu vas transformer toutes les line breaks, toutes les retours à la ligne qui sont juste des espaces, tu vas les transformer en retour à la ligne avec de l'indentation. Et du coup, c'est un truc con, c'est juste ça. Et avec juste cette primitive de tu peux soit afficher des caractères, soit des espaces qui retournent à la ligne, qui indentent, et ce système de groupe qui choisit l'un ou l'autre. Du coup, la façon dont Prettier ça marche, c'est tu prends tous les constructions du langage, toutes les boucles, les fonctions de définition, les variables, etc. Et tu les convertis dans cette structure. D'accord. Et après, tu run l'algorithme que Wadler a implémenté qui prend 50 lignes de code et ça te print le truc de bien. Et donc, du coup, ça, c'est la base de Prettier et c'est comme ça que tout l'algorithme de Prettier marche. Après, ce qui est super intéressant avec les algorithmes de prédit printing des langages, ça prend une journée de print 80% du code. Mais si tu as juste ça, il y a plein de trucs qui vont pas être bien, que les humains auront écrit différemment. Et du coup, ce qui a été le plus dur, c'est pas vraiment algorithmique, c'est de continuer à prendre du code qui existe pour de vrai, à le faire passer par Prettier et de regarder, ça a été écrit différemment par les humains et essayer de reverse engineer pourquoi les humains ont écrit ça comme ça. Et du coup, à trouver, s'il y a ça et ça qui arrive, alors je vais l'imprimer comme ça. S'il y a ça et ça qui arrive, je vais l'imprimer comme ça. Et du coup, pendant la première année, ça a été moi tous les jours qui corrige 2, 3, 4 trucs comme ça tous les jours. Et tu continues jusqu'à ce que ce qui reste soit vraiment trop ésotérique et utilisé une fois, etc. Et du coup, tu arrives à un système stable comme ça. Mais du coup, c'est ça
avec cet algorithme, c'était vraiment ça la complexité. Donc, du coup, c'était plus, je dirais, une science humaine en mode tu vas essayer de comprendre pourquoi les gens ont pris ces décisions et essayer de le retranscrire dans une règle. Donc, du coup, c'est plutôt un moteur de règles plus que un algorithme super compliqué à faire, quoi. Ouais, c'est incroyable parce que en fait le travail de quelques personnes, ça sert à des milliers. Ouais, c'est un impact énorme. Et je vais essayer de voir la prise du code. Alors, Prétier, c'est également un outil précieux pour les experts techniques, là. Par exemple pour la reprise de code existant, c'est ce qu'on a vu, et l'alignement des pratiques avec les équipes. Mais il y a un truc qui m'a surpris, c'est la hype. La hype qu'il y a eu autour de ça. Donc, tu disais que tu étais un petit peu Mr. Hype là-dessus. Et pas Dr. Jacob. On va faire comme ça. Aujourd'hui, il y a 47 200 étoiles sur GitHub. Et j'ai relevé quelques phrases. Et il y en a une, c'est « I like to be part of the hot new things ». C'est un petit peu ce que tu disais, c'est-à-dire qu'à un moment, ça a tellement motivé les gens, sur celui-là, mais Excalibur aussi, il y a ce même phénomène, c'est que finalement, on a envie de faire partie du truc. Il y en a une autre, c'est « Because soon enough people are gonna ask for it ». Et donc ça veut dire qu'on se dit, mince, il y a un truc, si je suis pas dedans, je vais être à côté. Il y a un autre truc, et surtout, was built by the same people as React and React Native. Et ça, c'est incroyable parce que dans l'interview qu'on avait fait, on avait vu aussi que tu étais le co-créateur de React Native avec d'autres personnes. Et ça a engagé un sentiment de confiance énorme dans la qualité de ce que tu as produit après et ta capacité à emmener les foules dans les projets open source. Qu'est-ce que tu penses de ces retours incroyables? Quel est le bilan que tu fais entre React Native, Excalibur, Prettier? C'est quoi le prochain changement du monde? Alors, du coup, un truc qui m'a surpris, c'était que, je me disais, les gens qui ont travaillé sur React, quand on va lancer React Native, ça va être les mêmes qui vont contribuer à React Native. Ouais. Et quand je lance quand je bosse sur Prettier Excalibur, ça va être les mêmes. Et un truc qui m'a, ça s'est pas du tout réalisé. Et en pratique, chaque projet, il y a des nouvelles personnes qui ont rejoint le projet et qui ont grossi avec. Et du coup, ça m'a surpris. Donc, j'ai réfléchi à pourquoi ça s'est passé. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est plein de gens, du coup, t'as différentes parties de leur carrière. Et en général, ce qui se passe, c'est que, les gens qui contribuent, à des projets super, au tout début des projets, etc., c'est des gens qui ont la foi, qui sont hungry, qui ont faim, qui veulent vraiment prouver le reste du monde, etc. Et donc du coup ils vont contribuer à ça. Et du coup après quand ils grossissent avec ça, du coup ils ont leur réseau, ils peuvent faire les trucs et ça. Et ils ont plus besoin de se lancer dans des trucs nouveaux et de prendre des gros risques parce que à chaque fois que tu lances un truc comme ça, c'est vraiment prendre un gros risque. Et ou alors ils n'ont pas le temps de vraiment s'investir dans un projet comme ça. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est tu vois à chaque fois les nouveaux projets comme ça, c'est vraiment des gens différents qui vraiment grossissent avec, ils grandissent dans leur carrière avec, etc. Et du coup après ils font leur réseau, etc. Donc du coup ça a été un des trucs qui m'a vraiment choqué. Et moi je suis vraiment différent de quasiment tout le reste de la planète, en mode où moi j'adore c'est le début des projets et lancer des projets et créer des choses autour des projets. Et un truc que j'ai appris au début de ma carrière quand j'étais à Facebook, c'est du coup quand je suis rentré à Facebook, j'ai lancé plein de trucs comme ça. Et du coup, le problème que j'ai eu vite, c'est du coup, je lançais plein de trucs et j'étais le seul à bosser dessus. Et du coup, à un moment, je peux pas faire d'autres choses parce que je dois gérer ces projets, etc. Et du coup, mon manager, il m'a dit, mais tu sais, il y a plein de gens autour de toi qui peuvent t'aider, qui peuvent bosser dessus. Et du coup, au début, moi, j'étais en mode non, mais
bon, super prétentieux. Moi, je sais mieux. Enfin, il y a personne. Enfin, c'est mon bébé. Enfin, s'il y a quelqu'un d'autre qui va bosser dessus, enfin, juste ça va pas marcher. Et en fait, à un moment, j'étais en mode bon bah, enfin, j'ai changé d'équipe. J'ai bossé enfin, lancé le React Native et tout ça. Donc tous les projets que j'avais lancés, enfin, j'ai juste, enfin, abandonné. Enfin, j'ai suivi mon manager en mode, enfin, juste, je vais voir ce qui se passe. Et effectivement, il y a plein de gens enfin, qui ont repris, enfin, qui ont bossé là-dessus, etc. Et du coup, ça m'a vraiment mis dans la tête que du coup, enfin, la façon dont je devrais plutôt gérer ces nouveaux projets, c'est lancer le projet. Et du coup, là, je suis à fond, full time, etc. Mais avec dans l'idée que je vais pas rester sur ce projet, enfin, pour l'éternité. Et du coup, comment construire une équipe autour et comment faire en sorte je suis pas le seul à faire le projet, mais que je vais avoir plein de gens qui vont bosser, qui vont pouvoir le maintenir sur le long terme. Et du coup, maintenant, c'est plus ça ma vision. Et donc, par exemple, quand j'ai lancé Excalibro, du coup, les premiers mois, enfin, j'étais content, je bossais dessus, etc. Mais dès le premier jour, enfin le deuxième jour, quand j'ai fait mon truc sur GitHub, je voulais encourager les gens à contribuer et à prendre partie du projet à eux pour pouvoir faire en sorte que, enfin, à un moment, je vais bosser sur autre chose et ça va faire ça, quoi. Donc du coup, c'est une des leçons que j'ai récupéré ça. Et après, tu me demandes, c'est quoi le next big thing? Donc là, il y a deux idées que j'ai. L'une, enfin, c'est pas une idée, mais c'est plus un fait, c'est tous les développements de ChatGPT, c'est un truc de malade. Donc du coup, en janvier, j'ai découvert ChatGPT, j'ai fait en mode non mais c'est un truc enfin, j'ai jamais vu ça. Et du coup, ce que j'ai voulu, c'est avoir quelque chose comme ChatGPT à l'intérieur de Facebook pour que tous les employés puissent utiliser ça et puissent mettre toutes les informations, enfin avoir accès à toutes les informations, que ChatGPT avoir accès à toutes les informations dans la société. Donc toute la code base, tous les feedback groups, tous les wikis, etc. Et du coup, j'ai fait pareil. Bon, du coup, ça se voit pas à l'extérieur, mais maintenant, du coup, on a ça à l'intérieur de Facebook. Et là, j'ai regardé, il y a un tiers des software engineers à Facebook qui l'utilisent toutes les semaines. Et donc, du coup, ça a vraiment augmenté la productivité des gens à l'intérieur. Et il y a plein de, je pense que c'est que le début. Il y a vraiment plein de trucs à faire avec l'IA. Et là, je regardais TLDraw. Du coup, c'est un Steve Ruiz qui était early contributeur d'Excalibro et qui avait fait un clone d'Excalibro et avec plus une vue comment comment intégrer un virtual whiteboard dans toutes les applications. Et du coup, il y a ChatGPT OpenAI qui ont release le GPT visuel. Donc, tu peux envoyer un screenshot et il peut te faire des choses avec ça. Et du coup, ce qu'il s'est rendu compte, c'est tu peux dessiner l'UI que tu veux. Tu prends un screenshot, tu l'envoies à ChatGPT et ChatGPT il te pond du code pour ça. Et donc du coup ça c'est des trucs. Enfin, je pense que dans les 2 prochaines années, on va avoir des choses mais folles pour améliorer la productivité avec ça. Donc ça c'est un des trucs que je bosse à l'intérieur de Facebook et qui dans l'extérieur explose. Donc il y a vraiment plein de trucs à faire là-dessus. Et le deuxième c'est en ce moment, dans l'industrie, YouTube, Reels, TikTok, la création de vidéos, de traduction, ça explose. Et du coup, maintenant, tout le monde veut créer des vidéos, mais tous les éditeurs de vidéos, ils ont été créés il y a 20 ans. Et du coup, c'est des gros softwares qui sont sur ton PC, il n'y a pas de collaboration, ils n'utilisent pas l'AI, et ils sont pas dans le navigateur et du coup j'ai envie de créer un éditeur de vidéo dans le navigateur et du coup ce qui est bien c'est Chrome ils viennent de release Web Codec il y a 1 an où tu peux vraiment encoder et décoder des vidéos et du son
aussi vite que des applications natives. Et du coup, il te donne tout le layer JavaScript pour coder l'application. Et du coup, je pense qu'il y a vraiment un gros truc à faire là-dessus. Après, le problème, c'est, je me connais et je sais qu'il me faut, je peux seulement me focus sur un seul projet à la fois. Et quand je focus sur le projet, je me donne à fond et je fais ça. Et du coup, là, dans ma tête, là, je suis pas, j'ai pas dans la zone mentale où, il y a plein de trucs qui me distraient, etc. Et du coup, il faut vraiment que, faut que j'attende que ça soit le bon moment pour moi, pour me dire, OK, je me lance là-dedans. Et quand je me lance sur un truc, je me lance pour de bon et pour les prochaines années. Donc, du coup, j'ai pas encore eu ce moment ou ça, mais ça, c'est vraiment une idée que j'ai depuis 1 an et demi et je pense qu'il va marcher. Mais ChatGPT est arrivé et du coup. Oui. Non, mais je voulais pas te couper. Hein, mais question, d'habitude, quand on va travailler avec la vidéo, la plupart des outils travaillent avec la vidéo, ils se basent sur FFmpeg, qui est un outil open source qui gère toute la complexité des frames vidéo. L'option de passer par du WebAssembly et d'embarquer des outils existants pour faire du traitement, tu la mets de côté, tu partirais sur du natif directement avec les primitives offertes par Chrome, alors, c'est ça? Alors du coup, crash course sur le vidéo que j'ai appris il y a 6 mois. Du coup, en fait, les vidéos, tu as 2 parties. Tu as une partie qui est le file format, le format de fichier. Et tu as une partie, donc ça t'explique comment. Et tu as une partie qui est vraiment la compression et le codec. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est la compression et le codec. C'est des trucs qui faut faire tous les pixels de l'image. Il faut faire de la prédiction sur, c'est quoi la prochaine frame. Il faut faire de la compression. Et ça, du coup, ce qui est intéressant, c'est tellement optimisé que juste l'écrire en C ou en C++ ou en assembleur, c'est pas assez rapide. Du coup, la façon dont c'est tu as du hardware, tu as des... Okay. Tu as du silicone qui est vraiment dédié à ça. Et dans tous les CPU et GPU, il y a du silicone dédié. Et du coup, ce que Web Codec te permet de faire, c'est d'utiliser ce silicone. Et c'est des trucs super optimisés pour faire ça. Après, le problème, c'est juste la partie la plus au milieu, mais Web Codec te donne pas tout ce qui s'appelle le muxing, qui est lire le fichier et trouver les frames et les envoyer dans le bon ordre et seek et l'envoyer au hardware et le récupérer. Et donc ça, et cette partie-là, c'est l'analogie que je fais, c'est comme le navigateur à l'époque avant jQuery, où tu as 50 000 fichiers, types différents, il n'y en a aucun qui sont compatibles, tous les vidéo players font des trucs différents, tu as plein de hacks, c'est dégueulasse, et tu as une super grosse complexité. Ouais. Et donc du coup, l'idéal, ça serait d'utiliser FFmpeg, qui lui, ça fait, il a tous les, et puis il est robuste, problèmes qui sont résolus pour ça. Et le réencoder de C à WASM ou à SMJS pour l'utiliser dans le browser. Et changer la partie encoding pour utiliser WebCodec. Et après le faire ça. Donc ça, c'est l'idéal. Malheureusement, il n'y a aucun projet qui fait ça en ce moment. Et du coup, c'est un truc. Je pense qu'avoir un truc juste open source pour faire cette partie-là, ça serait super utile. Et après, tu as toute la partie faire un éditeur de vidéo qui est aussi une grosse, du gros boulot et qui serait intéressant. Et donc, du coup, ces 2 parties, c'est à creuser. Après, en pratique, la Web Codec, j'ai passé 3 semaines à la base, pendant les vacances dernières, je voulais juste implémenter un éditeur de vidéo.
et j'ai passé 3 semaines à essayer de faire marcher juste pour pouvoir décoder une vidéo et la réencoder dans un codec. Donc du coup, j'ai documenté tout ça pour que les prochaines personnes qui veulent faire ça, ils peuvent juste repartir de ça. Mais ouais, il y a beaucoup de boulot qui est vraiment bas niveau. Et ce que j'espère qu'il va arriver, c'est que quelqu'un va faire le jQuery de vidéo encoding pour tu veux toutes les frames d'une vidéo, voilà, t'appelles une fonction et ça te le fait. Mais on n'est pas du tout encore là. Et tu parlais tout à l'heure de mettre les gens en relation. Et là, moi, ça m'évoque, avec le projet open source, ça m'évoque le fondateur de VLC qui est français, tu sais. Ouais. Il y a peut-être un truc à faire. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Tu le connais, je veux bien une introduction. Tu le connais? D'accord. Non, je le connais pas. Ah, tu le connais pas? D'accord. Bon, on va regarder. Il y a peut-être un truc à faire. Ouais. On arrive sur la fin de ce podcast. Je voulais te remercier déjà d'avoir partagé tout ça. La hype à communiquer, ça donne envie de partager encore plus tout ça. Moi, j'invite tout le monde à partager autant qu'il peut, si possible dans des projets open source aussi, parce qu'on est tous gagnants là-dedans. Donc, prenez votre clavier, commencez à coder, à partager. Et toi, en dehors de ce que tu as donné comme conseil, est-ce que tu as d'autres recommandations à des personnes qui voudraient se lancer dans le dev et dans le dev open source? Si j'ai bien compris, c'est pas juste montrer qu'on a fait un commit, c'est se dire, tiens, j'ai un petit problème, une petite frustration. S'il y a personne qui l'a fait, allez, je me lance. Et puis, même si c'est pas parfait, il y a bien quelqu'un qui va m'aider, qui va prendre la suite et on va y arriver, quoi. Ouais. Donc, la dernière fois, le conseil que j'ai donné, c'est vraiment bosser sur des trucs qui sont utiles pour vous. Et ce qui est intéressant, c'est avec ChatGPT, tu peux faire ça même si tu n'as jamais codé. Et du coup, là, j'avais un ancien pote d'école qui n'a pas fait du tout d'informatique. Et il m'a dit, hey, j'aimerais pouvoir télécharger plein de sites pour me faire une petite base de données et pouvoir comparer des chiffres. Et il m'a demandé, hey, comment est-ce que tu t'implémentais ça? Et du coup, s'il m'avait demandé ça il y a 1 an, je serais en mode, ça va être compliqué et tout ça. Et là, du coup, je lui ai dit, demande à ChatGPT comment faire. Et si t'as pas peur de coder un peu avec ChatGPT, tu devrais pouvoir arriver. Et 2 jours après, il m'a dit, ah putain, t'avais trop raison. Et du coup, il a codé un petit truc en Python qui télécharge les pages, un scraper et qui fait tout ça. Et il m'a dit, oh putain, t'as raison, c'est trop ouf. Et du coup, il a réussi à résoudre ce problème alors qu'il n'avait jamais réfléchi à coder une ligne de sa vie, etc. Donc, du coup, ça ouvre vraiment le monde du développement à beaucoup, beaucoup plus de gens. Donc, c'est n'ayez pas peur d'utiliser ChatGPT pour faire ça. Écoute, merci beaucoup Christopher. Et puis écoute, je te retrouve bientôt puisque la prochaine révolution, on va se recontacter. À la semaine prochaine. Voilà, super moment passé avec Christopher. Merci encore à toi. Et si vous voulez aller plus loin dans le métier de développeur, je vous invite à télécharger gratuitement le guide d'un ami pour démarrer une carrière de développeur en 6 étapes que j'ai écrit avec amour et humour pour vous mettre à profit 22 ans d'expérience dans le métier de développeur. Également, si vous voulez mettre les mains dans le code tout de suite, vous pouvez bénéficier gratuitement de ma formation sur le premier pilier de la programmation. Je vous mets tous les liens en description. Vous allez pouvoir découvrir les algorithmes des développeurs professionnels grâce à la recette des lasagnes à la bolognaise et une boîte à œufs. Sur ce, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo ou pour un prochain article sur le blog de coderpourchangerdevie.com. Bonne journée à vous et bon code. Ciao, ciao.